Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de conception par à pas de système agroécologique, un exposé que je préparais à partir de l'article dont le titre et les références sont sous vos yeux, et donc qui a été élaboré par tous ces gens-là, venant à la fois de INRAE, AgroParisTech, AgroTransfert et CIRAD. Ah, pourquoi ça passe pas là? Savez-vous pourquoi j'arrive pas à Et essaye peut-être de passer les diapos? recliquer sur le diaporama. Si tu as recliqué sur Zoom, des fois ça change et du coup ça. Ah, ça y est. Ah, Voilà. c'est bon. Voilà, merci. Merci. Donc, la base de ce travail-là, c'est le constat que pour la conception de systèmes agricoles, il y a deux méthodes qui euh, monopolisent ou en tout cas qui sont très, très majoritaires dans la recherche et l'ingénierie. C'est le prototypage en atelier et la conception assistée par modèle. C'est les approches les plus fréquentes. Or, ces approches, elles mettent l'accent sur l'invention d'un système cible mais ne considère pas la trajectoire d'évolution des pratiques, c'est-à-dire comment on passe de la situation actuelle au système cible. Donc l'idée du travail sur la conception pas à pas, c'est de formaliser une autre approche de conception basée sur un changement in situ et qui s'étale dans la durée. En fait, une autre manière de le dire, c'est que il y a un certain nombre d'agriculteurs, minoritaires, mais euh, souvent connus et intéressants, qui ont déjà changé leur pratique en cohérence avec la transition agroécologique. Et donc, on se demande comment se servir, s'appuyer sur cette expérience de ceux qui ont changé pour équiper ceux qui ne savent pas comment faire. L'enjeu est donc méthodologique. Comment faire pour motiver, pour concevoir, pour décider qu'un changement est pertinent, quelles erreurs à éviter et comment organiser des collectifs autour de ce changement pour le favoriser. Le travail a été alimenté par trois grands cadres théoriques, la conception innovante, les recherches systémiques, en particulier Farming System Research, et les travaux sur le changement de pratique. La conception innovante, donc, on en retiendra que c'est l'exploration d'un inconnu désirable, c'est-à-dire d'une nouveauté dont on sait qu'on sait désirer et dont on sait pourquoi on la désire, mais qu'on ne connaît pas. Et on en retiendra aussi que ni les savoirs nécessaires à la conception, ni les attentes concernant l'objet à concevoir ne peuvent être complètement définis dès le début de la conception. En fait, ils se clarifient progressivement au cours du processus de conception, et on va voir que dans cette conception pas à pas, c'est bien le cas. D'autre part, on retiendra des travaux sur la conception innovante que le rôle majeur de la mise en œuvre d'un prototype pendant le processus de conception, comme l'a développé Sean il y a déjà un certain nombre d'années. Au niveau de la Farming System Research, c'est-à-dire en l'occurrence de l'agronomie et de la zootechnie système, on retiendra qu'on conçoit des systèmes de culture, des systèmes d'élevage, des systèmes de production, et que la cohérence agronomique entre les choix techniques qui est exprimée par cette notion de système est liée à la fois aux interactions entre les techniques au sein de l'agroécosystème et aux logiques d'action des producteurs. Enfin, des travaux sur le changement de pratique qui décrivent les trajectoires de changement comme une succession de phases de cohérence agronomique. On retiendra les travaux sur l'étude des moteurs du changement, sur les manières de changer, et aussi, on en verra l'importance pour la conception pas à pas des apprentissages. Le travail repose sur l'analyse comparée de 9 cas d'études en France et au Burkina Faso. 9 cas d'études constitués chacun dans la plupart des cas, de plusieurs exploitations ou plusieurs systèmes en changement, visant des cibles diverses, la réduction des intrants, l'autonomie, autonomie en azote ou autonomie en aliments du bétail, l'amélioration de la fertilité des sols. Des cas d'études qui vont se dérouler, qui se sont déroulés dans des fermes réelles, mais aussi parfois dans des fermes expérimentales, en grande culture, en polyculture élevage, en maraîchage, en culture vivrière. Et on va essayer dans certains cas, il s'agit d'une analyse a posteriori de la reconception de leur système de production par des producteurs, donc une analyse de ce qui s'est passé chez des producteurs sans intervention du chercheur, mais aussi des cas de recherche-action avec des groupes de producteurs, 3 groupes en France et 2 villages au Burkina Faso, et puis des fermes expérimentales dans lesquelles ont été développées des expérimentations système conduites pas à pas. Les données recueillies sont les mêmes, au moins dans les mêmes gammes,
pour tous les cas, c'est la chronologie des changements de pratique, les raisons des changements, les expérimentations conduites par les producteurs ou par les pilotes des expé-systèmes pour appuyer les changements, les savoirs et les savoir-faire acquis par les pilotes au cours du changement, l'évolution des cibles de conception, les indicateurs et les outils mobilisés et les acteurs impliqués dans le changement. Avant de débuter une présentation un peu plus à visée, un peu plus théorique, un exemple pour qu'on voit bien de quoi on parle, c'est l'exemple de la conception de systèmes de culture à base de légumineuses dans 2 villages de la zone cotonnière du Burkina Faso, issus du travail d'Anne Périnel au CIRAD. Le point de départ, c'est des successions maïs, coton-maïs ou coton-maïs-sorgho en culture pure qui dominent très très largement dans cette région, avec très peu de légumineuses, et on observe une baisse de fertilité des sols qui a conduit les acteurs du projet à se donner comme objectif collectif de développer les cultures de légumineuses. Pour ça, première étape, mise en démonstration dans 2 villages de 7 systèmes de culture contrastés incluant les légumineuses, avec des associations, des doubles cultures, des rotations, et des visites collectives qui ont permis de mettre en débat les systèmes et des propositions de changement par les producteurs. Donc là, on n'est pas encore dans les exploitations agricoles, mais on est déjà dans la réflexion sur l'évolution des systèmes. 39 producteurs qui ont testé l'introduction des légumineuses sur la base d'un des 7 systèmes de culture proposés, mais qui n'ont pas reproduit tel quel, qu'ils ont adapté en fonction de leur expérience, en fonction des discussions avec d'autres producteurs, en fonction des discussions avec les animateurs agronomes, en adaptant les systèmes mis en démonstration en fonction de leur situation. Et puis, chaque année, chaque producteur a ajusté son système en fonction de ses observations dans son champ et d'échanges avec d'autres producteurs. Au bout de quelques années, au bout de 5 ans, on a observé une grande diversité des systèmes de culture, diversité qui porte sur les espèces de légumineuses cultivées, sur le fait qu'elles soient pures ou en association, sur la structure de l'association, dans chacun des 2 villages, ajusté par chaque producteur à ses besoins, à ses ressources, à ses savoirs. Et chez un certain nombre de producteurs, le travail continue aujourd'hui à suivre. Alors, ça indique en fait qu'on est bien dans un changement in situ, et un changement qui a un certain nombre de caractéristiques qui aboutissent à la conception de nouveaux systèmes. On a relevé par le croisement des 9 cas d'études 5 traits communs à tous les cas, qu'on considère comme caractéristiques de la conception pas à pas. D'abord, une conception située, on vient de le voir, hein, puisque dans le cas du Burkina, c'est situé dans les parcelles des agriculteurs et dans le village, alimentée par la mise en action. Deuxièmement, des boucles itératives de conception stimulées par les apprentissages. Troisième trait, une formulation progressive de l'inconnu désirable. Un processus de conception soutenu par des outils spécifiques. Et enfin, un processus de conception entremêlant des dimensions individuelles et collectives. Et la suite de mon exposé, ça va être de passer en revue ce qu'on peut dire sur chacun de ces 5 points. Au premier point, une conception située, alimentée par la mise alimentée par la mise en action. Le pilote de la conception pas à pas, c'est le producteur, productrice, ou c'est le responsable de l'expérimentation système. En fait, c'est ce pilote qui conçoit le système de culture ou de production, selon l'échelle à laquelle on travaille, qui l'adapte à ses attentes propres, qui l'adapte à sa situation singulière, qu'il s'agisse de questions de caractéristiques du sol, du climat, ressources de la ferme ou du territoire, ou les débouchés commerciaux. La conception pas à pas, elle est alimentée, on le verra de manière plus détaillée dans les diapos suivantes, par les savoirs et par l'expérience du pilote. Les savoirs génériques étant particulièrement lacunaires concernant les régulations biologiques, les savoirs situés vont jouer un rôle majeur dans la conception de systèmes agroécologiques. Et donc, on peut affirmer que la conception est située parce que les savoirs situés du pilote y jouent un grand rôle. D'autre part, la conception pas à pas, elle est organisée autour de la mise en action, autour du test en situation réelle de nouvelles pratiques ou combinaisons de pratiques. Et donc, la conception est située également parce qu'elle repose sur une mise en action dans une situation précise, la situation dans laquelle on va concevoir le nouveau système. Un exemple, qui est emprunté donc à Maxime Catalonia, c'est l'idée d'un agriculteur, la volonté d'un agriculteur de faire évoluer son système de culture en introduisant une interculture de légumineuses entre du blé et du maïs,
que jusqu'à maintenant, ils faisaient se succéder l'un à l'autre sans plan d'interculture. Le producteur, dans l'exemple qui suit, gère une trajectoire d'expérimentation qui conduit à l'invention progressive d'un nouveau système de culture adapté à ses attentes, adapté à sa situation. On prend rapidement l'année N. L'année N, il sème une veste pour sembler son maïs. Il n'en est pas trop content parce qu'il n'y a pas assez de biomasse produite. L'année N plus 1, il recommence, mais en semant sa veste plus tôt, c'est mieux. Mais ce n'est pas encore assez de biomasse. Donc, il se demande pourquoi ne pas semer avant la récolte du blé. Donc, année N plus 2, la veste est semée en association avec le blé avant sa récolte. Là, il en est beaucoup plus satisfait, mais il se dit pourquoi pas autre chose que la veste. Et il essaie une association multi-espèces, blé, veste. Dans le blé, il sème de la veste, du seigle et de la févrole. En fait, à chaque étape, le pilote choisit les options techniques répondant à son objectif, puis il les implémente, il observe, il interprète, c'est le sens des petites bulles vertes, et décide de les adopter ou de les rejeter ou de les ajuster en tenant compte des ressources de l'exploitation et du territoire. Ça nous amène au trait 2 qui va permettre de préciser les démarches qu'il y a derrière avec des boucles itératives d'apprentissage, des boucles itératives de conception stimulées par les apprentissages. Cette boucle, elle débute en fait par un diagnostic qui permet d'identifier les aspects des systèmes de production à améliorer. Suite à ce diagnostic, le pilote va explorer les changements techniques et organisationnels qui sont susceptibles d'améliorer les performances du système de production. Et donc, l'exploration, elle est alimentée par le diagnostic, l'étape précédente, mais aussi par les savoirs de l'agriculteur concerné et par les propositions de conseillers ou d'autres agriculteurs. Ah, ça ne marche plus là. Étape suivante, la mise en œuvre. L'agriculteur choisit parmi les propositions issues de l'exploration, il met en œuvre une ou plusieurs propositions, sans encore le généraliser à toutes les fermes à toutes les exploitations, les parcelles de sa ferme. Puis, dernière étape, l'évaluation. L'agriculteur observe, évalue les résultats, il apprend de ses observations et là, il décide ou pas de généraliser le changement testé. Il enrichit au passage son référentiel technique. Alors, sur la base de cette évaluation, il réalise un nouveau diagnostic pour définir de nouvelles priorités et engager une nouvelle boucle d'apprentissage. Donc, c'est cette boucle-là qui est illustrée dans les diapos suivantes. Elle est alimentée par des savoirs divers à toutes les étapes, savoirs scientifiques, savoirs profanes, savoirs locaux, savoirs exogènes, en fonction des réseaux du producteur, en fonction de ce qu'il apprend, en fonction de ses propres apprentissages. Je vais prendre deux exemples de boucles parce que cette boucle, c'est quelque chose qui est assez essentiel à la conception pas à pas. Premier exemple, la conception de systèmes de culture zéro pesticide en maraîchage sous abri, donc un travail qui a été conduit dans le cadre de la conception pas à l'unité expérimentale d'Alenia de l'INRA. Le diagnostic, c'est au départ l'observation d'acariens tétraniques sur les aubergines bio. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les dégâts? Eh bien, on explore. Première idée qui vient à l'esprit, c'est l'introduction d'auxiliaires. Mais l'équipe qui conduit le travail a déjà essayé, c'est pas assez efficace. Deuxième solution, moins bien connue, mais après tout, pourquoi pas, ce qu'on appelle le bassinage, qui consiste à humidifier les feuilles pour limiter le développement des acariens, tout en favorisant l'installation d'auxiliaires qui, eux, peuvent être favorisés par cette humidification des feuilles. Mais quand le faire, quelle quantité d'eau? On met en œuvre, après s'être documenté sur le bassinage, et surtout avoir échangé avec des experts, 2 mm par jour, tous les jours, c'est ça qui a été testé. Combinaison, et on combine, le pilote combine le bassinage avec l'arrachage des plantes très touchées par les acariens tétraniques. Pour savoir quand agir, eh ben, on essaie, on observe, et finalement, c'est l'évaluation qui va trancher. Évaluation basée sur des observations. Évaluation qui montre une diminution de la dispersion des populations d'acariens, donc ça c'est réussi. Une diminution du verticillium sur feuilles, ce n'était pas attendu, mais c'est bien, on est content. Mais un développement de botrytis sur les fruits, là, ce qui est beaucoup plus embêtant. Développement de botrytis, donc nouveau diagnostic. Comment maximiser les effets positifs du bassinage
tout en minimisant ses effets négatifs, qui donne lieu à une nouvelle exploration sur la résistance des variétés d'aubergines au botrytis, et donc le choix des variétés en fonction de cette augmentation de la maladie, et sur les autres voies de contrôle de la maladie. Point de suspension, on peut engager après d'autres voies, d'autres boucles. Deuxième exemple, c'est la réduction des pesticides, toujours dans une ferme de grande culture en Picardie. Travail réalisé par Agrotransfert avec la collaboration de l'INRA des chambres d'agriculture. Le diagnostic, là, c'est un indice de fréquence de traitement élevé sur l'exploitation à cause de rotations très courtes et de semis très précoces, en particulier pour le blé. L'exploration amène les agriculteurs, l'agriculteur dont on va présenter les résultats, mais aussi tous ceux qui ont travaillé avec lui dans le même groupe Agrotransfert. L'idée, c'est d'explorer des itinéraires techniques bas intrants, donc avec des variétés résistantes, un retard de semis, une alimentation azotée réduite pendant le talage, qui permettent une réduction des fongicides, des insecticides et des régulateurs de croissance. Ça serait certainement intéressant, on se le dit dans l'exploration, d'allonger les rotations avec de nouvelles cultures. Mais l'agriculteur, là, il considère que l'adoption de nouvelles cultures, c'est trop risqué, au moins dans la situation où il est. Et il préfère essayer les itinéraires techniques bas intrants sur blé qui, finalement, n'ont pas d'arrière-effet notable. Donc, on peut essayer sans prendre trop de risques. Il essaie ça sur une parcelle. L'année suivante, il essaie sur plusieurs parcelles. Il observe qu'il arrive à réduire les fongicides. Et puis, il ose plus tard réduire les régulateurs de croissance, qui était un peu plus risqué, parce qu'en Picardie, si le blé verse, ça peut être plus difficile à ramasser. Évaluation basée sur des données annuelles de marge et des observations. Donc là, on est moins dans le qualitatif et l'observation que tout à l'heure. Une diminution des pesticides sur blé sans perte de marge. Une validation d'un raisonnement systémique qui anticipe les risques pour les réduire, ce qui donne envie à l'agriculteur d'aller un peu plus loin. Comment aller plus loin, en particulier dans la réduction des herbicides, puisque la première boucle a permis de réduire les fongicides et les insecticides, mais peu les herbicides. Nouvelle exploration, centrée cette fois sur la recherche de nouvelles espèces à introduire dans la rotation. L'agriculteur étant maintenant convaincu qu'il faut anticiper pour réduire les risques. Il a appris ça, un exemple d'apprentissage. Et en faire mise en œuvre qui consiste à introduire les nouvelles cultures, à allonger les rotations, etc. En 6 ans, l'agriculteur qui est décrit ici est passé d'un indice de fréquence de traitement de 8 à un indice de fréquence de traitement inférieur à 4 et de 5 espèces cultivées à 9 espèces sans perte de revenus, grâce à cette conception progressive. On arrive maintenant au trait 3, la formulation progressive d'un inconnu désirable. Alors, le fait qu'il y ait un inconnu désirable comme visé pour la conception, ça, c'est pas nouveau, hein. Toute conception est organisée autour d'une cible. Et j'ai dit pourquoi tout à l'heure on l'appelait inconnu désirable. Et simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la conception, la cible est souvent floue. Par exemple, on va viser une réduction des pesticides, très globalement, ou un accroissement de l'autonomie vis-à-vis des intrants achetés. Ce flou initial, il a des avantages. Il a l'avantage de faciliter l'implication des producteurs, dont certains pourraient reculer s'ils appréhendaient dès le début du processus l'ampleur des changements réalisés. Ce flou initial, il aide aussi à construire une dynamique collective entre des producteurs qui, pour certains, se reconnaîtraient beaucoup moins bien dans une cible trop précise. Et en fait, la cible de conception, elle va se préciser progressivement d'une année à l'autre, sous l'effet des résultats obtenus, sous l'effet des apprentissages du pilote. Il apprend non seulement comment ça fonctionne, mais aussi il apprend ce qui est possible. Et donc, la cible de conception va évoluer en fonction de ces apprentissages, mais aussi en fonction, le cas échéant, de l'évolution des ressources disponibles. Un exemple d'évolution de la cible chez un producteur de Picardie, 2002, réduire la cible était formulée d'une manière un peu floue, réduire les pesticides, sans changement majeur du système de production, ce qui a abouti, je l'ai dit dans l'exemple précédent, à un test dans l'exploitation d'itinéraires techniques du blé à base intrants. Le succès de ces itinéraires techniques a déclenché chez le producteur une évolution de sa représentation du fonctionnement de l'agroécosystème et l'a convaincu qu'une réduction des pesticides nécessitait d'agir de manière systémique pour réduire les risques en amont de l'épidémie ou de l'invasion de la parcelle. Ça, c'était ce qui était présent sur les diapos précédentes. En 2005, suite à la réussite des premières tentatives, les agriculteurs ont fait évoluer leur cible
avec une réduction des pesticides plus ambitieuse basée sur l'anticipation des risques. L'allongement des rotations, via l'introduction de nouvelles cultures, est devenu une solution pensable, alors qu'avant, elle était dans l'impensable. En 2009, à la suite d'une forte réduction des insecticides et des fongicides, la priorité a été donnée à la réduction des herbicides via la mise au point d'un plan d'action pluriannuel adapté à la flore adventice présente sur les parcelles. J'arrive maintenant au trait 4, un processus de conception soutenu par des outils spécifiques. En fait, pour mettre en œuvre la conception pas à pas, les pilotes utilisent des outils qu'ils ont inventés par eux-mêmes, ou des outils qui ont été inventés par d'autres agriculteurs ou inventés par des acteurs de la recherche-développement. Ces outils, je vais passer très vite, je ne vais pas les décrire en détail, mais c'est d'abord une bibliothèque d'innovation, c'est-à-dire un certain nombre de solutions possibles et connues qui sont formulées en au moins 3 points: description des techniques ou des machines nouvelles, outils web interactifs de partage des connaissances, traque aux innovations en ferme. Tout ça, c'est des sources pour la bibliothèque d'innovation. Des indicateurs et des outils d'observation qui visent à vérifier qu'une nouvelle pratique a atteint ses objectifs, mais aussi à analyser a posteriori des effets non intentionnels d'un changement de pratique. Ces ensembles d'indicateurs et d'outils d'observation peuvent être regroupés dans des tableaux de bord qui sont des organisations structurées d'indicateurs et d'outils d'observation facilitant le diagnostic. On en verra sur la diapo suivante. Des outils simples de simulation technico-économique ont aussi été employés, permettant d'anticiper les conséquences d'un changement de pratique. Et enfin, les producteurs expérimentent, ils essaient des choses dans leur champ, et dans les expérimentations des producteurs ou les expérimentations collectives, participatives, qui sont des supports d'apprentissage et d'échange. Donc tout ça, c'est des outils spécifiques qui vont s'adresser aux différentes étapes de la boucle d'apprentissage. Les tableaux de bord et les indicateurs sont plutôt dans la partie diagnostic et évaluation de la boucle. Les outils technico-économiques et les bibliothèques d'innovation vont nourrir l'exploration et les outils d'observation et des expérimentations vont nourrir la mise en œuvre. Exemple, tableau de bord proposé dans les travaux par Lorraine Pro, Raymond Roux et al. En 2018 dans des aires d'alimentation de captage. Le tableau de bord constitue un ensemble d'indicateurs reliés entre eux et appuyant la conception pas à pas de systèmes de culture favorables à la qualité de l'eau. Ces indicateurs sont reliés les uns aux autres, c'est-à-dire que les nitrates dans l'eau de captage, c'est expliqué par des mesures de lixiviation d'azote pendant l'hiver, nourries par la connaissance de l'azote minéral dans le sol à la mi-novembre, et azote minéral dans le sol dépendant des repousses de colza, des repousses de pois, des cultures intermédiaires pièges à nitrate semées juste avant ou juste après la moisson. Et la cohérence de l'ensemble de ces indicateurs, ça construit des relations causales depuis les pratiques au champ jusqu'aux polluants dans l'eau de captage qui facilitent considérablement ensuite l'action pour aller plus loin dans l'objectif. Le trait 5, pour terminer, c'est un processus de conception. La conception par pas, c'est un processus de conception qui entremêle des dimensions individuelles et collectives. Individuel, je l'ai évoqué jusqu'à maintenant, j'ai fait comme si dans pratiquement chaque cas, c'était un producteur qui décidait. En réalité, les échanges entre producteurs qui partagent la même cible, c'est quelque chose d'essentiel et ça stimule la conception pas à pas, même s'ils ne partagent pas les mêmes solutions. Avec les conseils d'agriculteurs à agriculteurs, avec les effets de soutien moral, quand il y a plusieurs agriculteurs qui sont engagés dans la même direction, s'il y en a un qui a un échec ou un changement de contexte, les autres discutent avec lui et peuvent l'aider à revenir, à prendre du recul par rapport à la situation. Et puis également la construction d'une identité collective dans un monde professionnel qui peut être hostile au changement vers l'agroécologie. Ces groupes peuvent prendre des formes variées, depuis les groupes locaux de producteurs qui se connaissent et partagent les mêmes conditions de milieu, des groupes issus de forums Internet qui mélangent des producteurs qui rencontrent des problèmes similaires dans des territoires variés, ou des groupes structurés autour de types d'agriculture. Au Burkina Faso, dans l'exemple que j'ai pris au tout début, la mise en place d'expérimentations participatives dès le début de la démarche a créé les conditions favorables à un processus de conception entremêlant dimensions individuelles et collectives. Je l'illustre tout de suite ici. J'ai repris la diapo
déjà commentées. Une première étape qui a été, il y a eu un premier travail à l'échelle collective du village où l'organisation de débats sur les systèmes innovants mis en démonstration dans une expérimentation participative a permis aux producteurs d'exprimer leurs critères de performance propres, de proposer au collectif des améliorations des systèmes testés et de discuter, en les enrichissant, des améliorations proposées par les autres producteurs. Ensuite, à l'échelle individuelle de chaque ferme, chaque agriculteur a testé et a amélioré son système sur sa parcelle selon une boucle de conception déjà présentée, déjà évoquée. Et puis, à l'échelle collective du village, il y a des choses qui se sont passées aussi, à nouveau, avec des échanges entre producteurs sur les performances des systèmes qu'ils ont testés, sur les améliorations qu'ils se proposaient de faire. La diversité des systèmes issus du pas à pas est aussi le résultat ici d'une dynamique du village. En résumé, la conception pas à pas, c'est quoi? On peut le dire de différentes manières. C'est d'abord une démarche de conception, mobilisant à la fois des savoirs scientifiques et des savoirs empiriques, stimulant les apprentissages individuels et collectifs, étroitement liée à la mise en action. En même temps que le pilote affine son système innovant, il acquiert une expérience de la conception qui pourra lui servir plus tard pour d'autres conceptions. Deuxièmement, la conception pas à pas, c'est une démarche de conception située, étalée dans le temps, qui permet à un producteur d'inventer de nouveaux systèmes de culture ou de production en même temps qu'il apprend à les piloter, en même temps qu'il se convainc de leur intérêt, en même temps qu'il réorganise progressivement son travail et ses moyens de production, c'est-à-dire éventuellement au-delà du système conçu. Enfin, c'est une démarche de conception bien adaptée pour gérer la transition agroécologique. D'abord par sa temporalité, avec la possibilité de prendre en compte le temps long, par son ouverture à une diversité de savoirs, par sa contribution à l'autonomisation des producteurs, par sa capacité à s'ajuster aux conditions locales et à produire de la diversité, par sa capacité, enfin, à mettre en place progressivement des changements systémiques profonds. Changements systémiques profonds, mais qui ne sont pas imposés tout d'un coup, qui arrivent progressivement. Et je terminerai par une diapo de comparaison entre la conception des nouveaux dont j'étais parti. Je vous ai dit, dans la plupart des cas, beaucoup de travaux sur la conception portent sur l'invention de nouveaux systèmes à partir d'ateliers de conception participative ou de modèles agronomiques ou zootechniques, comparé à la conception pas à pas. Le principe général est évidemment différent, puisque dans un cas, il s'agit d'inventer un système en rupture par rapport à l'existant, alors que pour la conception pas à pas, on fait évoluer progressivement un système existant. Donc, dans le second cas, la conduite de la transition est étroitement liée à la conception. Au niveau des méthodes, conception des nouveaux, exploration de modèles, atelier de conception participative, dans le cas de la conception pas à pas, c'est la conception dans l'action basée sur des boucles d'amélioration continue. La source de connaissances, c'est des connaissances pas complètement identiques, puisque les connaissances scientifiques et techniques et les connaissances des participants des ateliers jouent un rôle dans la conception des nouveaux. Dans la conception pas à pas, on a en plus euh, la connaissance des issues d'apprentissage qui se rajoute à à celle qui est identifiée au départ. Le résultat du processus de conception, c'est un ou plusieurs systèmes situés ou génériques dans le cas de la conception des nouveaux, alors que dans la conception pas à pas, c'est un système situé, ajusté aux attentes de l'agriculteur et aux ressources et au contexte de sa ferme. Finalement, la conception des nouveaux, elle vise bien des innovations de rupture, avec une possibilité d'exploration de solutions très éloignées de la norme, exploration de rupture qui peuvent servir de cible d'ailleurs au passage pour le pas à pas. Dans la conception pas à pas, on ne va pas dire que ça ne permet pas des innovations de rupture. Au contraire, ça permet tout à fait des innovations de rupture, mais c'est une rupture qui se construit progressivement sur la base d'apprentissage et non pas une rupture qui se décrète. C'est une rupture qui est adaptée aux spécificités de chaque ferme, puisque dans le cadre des boucles de conception, on prend en compte à toutes les étapes les spécificités de la ferme. Au bout du compte, les risques, c'est pour la conception des nouveaux un faible réalisme, mais aussi parfois un conservatisme quand on n'arrive pas à dépasser des effets de fixation. Dans la conception pas à pas, évidemment, le risque de conservatisme, il existe, parce que si le pilote n'a pas envie de changer les choses, ben, ça ne bougera pas. Donc, les effets de fixation des concepteurs peuvent jouer un rôle, mais on a vu qu'il y a un certain nombre de moyens
pour pour dépasser ce risque de conservatisme. Voilà. Merci de votre attention.